Comment faire pour dépasser le taux d'endettement en 2023? Si tu te poses la question, écoute, j'ai la réponse. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Salut ambitieux, salut ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, YBA Courtage. Et je me présente, Roméo, ton humble serviteur. Je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur et marchand de biens. Et l'objectif de la chaîne, il est simple. C'est de donner un coup de pied aux fesses, de manière à ce que tu puisses te lancer dans l'immobilier avec des informations concrètes, avec des techniques concrètes et des interviews qui montrent des personnes concrètes qui se sont également lancées. Donc il n'y a qu'une seule règle ici. Et elle est simple à respecter. Si tu n'as pas prévu de passer le pas, bah écoute, passe ton chemin. C'est aussi simple que ça. Nous n'acceptons que des personnes qui passent réellement à l'action. Nous n'acceptons que des ambitieux qui passent réellement à l'action. Donc abonne-toi si tu as vraiment prévu de passer à l'action. Sinon, si c'est juste du voyeurisme, je t'assure que tu peux changer de page très rapidement. Il y a un tas de vidéos qui te permettent de pouvoir le faire. Ok, passons. Donc là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de concret et quelque chose aussi également qui préoccupe un bon nombre d'investisseurs. C'est le taux d'endettement. Comme tu le sais, les taux ont augmenté, donc du coup le taux d'endettement a augmenté, augmente plus rapidement également aussi. Et il est de plus en plus difficile de pouvoir avoir un financement par la banque à cause du taux d'usure, mais également du taux d'endettement qui ne doit plus être dépassé et qui est de 33%. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça va se passer en 3 phases. La première, c'est que je vais t'expliquer dans un premier temps pourquoi on en est arrivé à là, dans cette situation aujourd'hui où on ne peut pas dépasser le taux d'endettement. En numéro 2, ça va être qu'est-ce que le taux d'endettement? Et bien sûr, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer une astuce que j'utilise régulièrement avec mes clients ambitieux qui se lancent sur des projets immobiliers. En numéro 1, pourquoi on en est arrivé à là? Alors c'est très simple et très compliqué à la fois, mais je vais essayer de faire simple. Pour faire simple, aujourd'hui, le gendarme économique, qui est l'ACPR, qui donc régule les marchés financiers, en tout cas qui est censé réguler les marchés financiers, a décidé de mettre le holà à partir du moment où on est rentré dans le Covid et quand on en est sorti, on va dire entre guillemets, parce que même si on n'en est pas réellement sorti, au final on va devoir vivre avec, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le gendarme économique s'est dit ok, là il y a une crise mondiale, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis certain que on va revivre ce qu'on a vécu durant la période des subprimes et j'ai pas envie de revivre ça. La période des subprimes, pour te rappeler, ça a été la chute des prêts immobiliers, c'était en 2008 où à la suite d'avoir eu une grosse crise financière et qui venait et qui émanait des États-Unis, excuse-moi, je suis un peu enrhumé, en fait, les marchés financiers ont été vulgairement pourris, ça s'est propagé sur tous les grands marchés financiers. Et la France a également, enfin en tout cas l'Europe a également été touchée. Ensuite, s'en est passé les crises bancaires, etc., etc. Et il y a eu donc la baisse fulgurante qu'on a connue des taux immobiliers allant jusqu'à des taux négatifs par moment. Ça a fait notre bonheur, mais ça fait le malheur des banquiers. Cette crise-là, personne n'a réellement envie de la revivre. Je mets des guillemets quand je dis ça a fait notre bonheur. Ça a fait notre bonheur aux jeunes investisseurs ou aux personnes qui avaient déjà investi à l'époque, parce qu'eux, ils ont pu faire racheter leurs prêts. Les jeunes investisseurs ont pu se lancer dans le marché de l'immobilier avec des taux hyper compétitifs et donc du coup des petits intérêts, des gros amortissements, des capacités d'enveloppe qui étaient plus grandes parce que quelqu'un qui gagne 2000 euros mais qui a un taux à 1% a une enveloppe plus importante que quelqu'un qui gagne 2000 euros et qui a un taux à 4% ou à 5% comme nous sommes en train d'arriver actuellement. Donc ça déjà c'est un point qu'il faut comprendre. Les banques, en tout cas l'ACPR, ne veut plus avoir à revivre ça. D'accord? D'ailleurs, il y a eu des règles qui sont arrivées par la même occasion. BAL 1, BAL 2, BAL 3. Crise des subprimes en 2008, baisse des taux, crise financière qui a failli te faire couler de grandes banques. Et le but, c'est de ne pas revivre ça. Donc ça passe déjà dans un premier temps par des nouvelles lois qui sortent et qui permettent de pouvoir sécuriser normalement et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Même si j'ai envie de te dire que là récemment, il y a encore eu une grande surprise avec une banque qui se trouve au niveau de la Silicon Valley, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Donc ça montre au final que toutes ces règles qu'ils mettent en place sont des fois soit contournées ou malheureusement mal comprises. Ça prouve qu'il y a encore des possibilités qu'il puisse y avoir une nouvelle crise. La CPR ne veut pas revivre ça, donc a fait en sorte de mettre des règles, de mettre des frontières de manière à ce que ça soit bordé, pour faire vraiment simple. Ça a fait le bonheur des jeunes investisseurs ou des anciens investisseurs qui ont pu faire
racheter leurs prêts. Donc ce qui a fait augmenter également depuis l'année 2010 tout simplement les transactions immobilières. Je crois qu'en 2019, en 2018 de mémoire, on avait eu le record de transactions immobilières en France, depuis ces 20 dernières ou ces 15 dernières années. L'aube de cette nouvelle crise qui est arrivée à la suite de cet arrêt mondial du Covid et ensuite les guerres en Europe qui sont de plus en plus émergentes, a fait qu'on a eu une augmentation des taux. Donc du coup, les taux augmentent, la capacité d'enveloppe diminue également avec ça. La CPR, donc du coup le gendarme immobilier, aurait pu laisser la possibilité de pouvoir dépasser l'endettement, ce qui avait été fait depuis de nombreuses années auparavant. Les banquiers faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Là, il se dit non, stop, on va faire attention, avec la Banque de France bien sûr, on va faire attention, maintenant on ne doit plus dépasser 31% ou 33% en fonction des règles et des types d'achats qu'on va être amené à faire. Et c'est là que ça pose un gros problème, parce que si cette règle avait été respectée réellement de manière stricte dans le passé comme c'est le cas maintenant, ça aurait été embêtant, mais ça n'aurait pas été la fin du monde, parce que les taux étaient très bas. Mais là, on ne peut plus dépasser les 33% d'endettement, mais à côté de ça, on a également le taux d'endettement, le taux nominal qui ne cesse d'augmenter, d'accord? Et là, ça devient très, très, très compliqué. C'est à ce moment-là qu'on arrive à l'étape numéro 2. Qu'est-ce qu'un taux d'endettement? Le taux d'endettement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ta capacité de pouvoir emprunter sur du crédit, tout type de crédit, je précise. Que ce soit du crédit à la consommation, que ce soit du crédit immobilier, que ce soit un crédit familial. Dès lors que tu déclares à ton banquier que tu dois 1 500 € à ta grand-mère, ça rentre dans un crédit, d'accord? Donc attention à ce que tu déclares, à ce que tu ne déclares pas. Bien sûr, je ne t'incite pas à ne pas déclarer les crédits que tu peux t'amener à avoir. Je tiens à préciser. Toutefois, il faut que tu comprennes que toute forme de dette rentre dans le crédit. Par contre, ce qui ne rentre pas dans le crédit, ça va être tes factures quotidiennes, ton EDF, ta salle de sport, enfin bref, tout est consommable, je vais l'appeler comme ça. Tout est dette consommable au quotidien qui, elles, ne rentrent pas dans l'endettement parce que sinon, clairement, on ne pourrait vraiment pas acheter du tout. Pourquoi 33%? Honnêtement, c'est une très bonne question. Si toutefois tu te poses cette question, je n'ai pas la réponse à te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont décidé de couper le gâteau en 3 et qu'un tiers devait revenir pour de la dette. Ils ont estimé qu'un tiers, c'était raisonnable. C'est les raisons qui font qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, on peut s'endetter un maximum à 33%, assurance comprise. Et ça, c'est un autre point qui est important parce que très souvent, j'entends parler des personnes de l'endettement, mais hors assurance. Alors non, pour la plupart des banques, pour beaucoup de banques même d'ailleurs, l'assurance est comprise dans l'endettement. En plus de l'endettement qui ne peut pas être dépassé, il y a également un autre problème, c'est la durée. À l'époque, on pouvait aller jusqu'à 30 ans, voire même 35 ans de crédit. J'ai même connu des prêts qui allaient jusqu'à 45 ans de crédit. J'ai fait des rachats de prêts sur des personnes qui avaient emprunté à l'époque sur le crédit immobilier de France. D'accord, il n'y a que les anciens qui pourront connaître ce type de crédit-là. Cette banque-là a fermé depuis ou a été rachetée et absorbée par une autre banque. Eh bien, ils allaient jusqu'à 45 ans de crédit, voire 50, j'ai un doute. C'est pour dire qu'avant, on pouvait vraiment pratiquement tout se permettre. Mais une fois de plus, l'objectif, c'est de faire en sorte de protéger le consommateur. En tout cas, c'est ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent en dire. Et ça crée un très très gros frein pour les investisseurs qui ont déjà investi, mais même ceux qui n'ont pas investi en réalité. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les personnes qui ont un petit porte-monnaie, qui vont avoir légèrement plus que le SMIC, qui vont gagner 1 500, 1 700 €, ne peuvent pas prétendre à grande chose. Parce que l'objectif des organes de contrôle, donc la CPR, la Banque de France et tous les autres organes de contrôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'immobilier puisse baisser. Parce que les années dernières, ça a été des années de frénésie. Il y a de plus en plus de personnes qui ont acheté et ça s'est vendu à des prix des fois même incroyables et dépassant toute décence. Et donc ils se disent qu'en augmentant le taux nominal et en limitant la capacité d'emprunt, parce qu'au final, en restant à 33%, tu limites la capacité d'emprunt à ton client, et ben ça va naturellement faire baisser le marché. Pourquoi? Parce qu'il y aura de moins en moins d'accords auprès des banques et donc du coup de plus en plus de biens immobiliers dans le marché. Et vu qu'il y aura de plus en plus de biens immobiliers dans le marché, ils vont être en concurrence les unes avec les autres. Et pour pouvoir se démarquer, très souvent, les personnes vont baisser leur prix. Se démarquer et être accessible également, j'ai envie de te dire. Malheureusement, pour le moment, c'est pas du tout ou pas trop ce qui se passe. Effectivement, il y a des baisses de prix, mais c'est en
corrélation avec ce qui se passe dans le cycle de l'immobilier. Et si à ça, tu rajoutes également les nouvelles normes énergétiques qui sont arrivées depuis juillet de l'année dernière, avec ces histoires de louable, pas louable, en fonction de la note que tu vas être amené à avoir, c'est censé aussi également amener encore plus de biens dans le marché. Donc avec tous ces éléments-là que je suis en train de te donner, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on voit? C'est simple, c'est que les personnes qui ont déjà investi et qui étaient peut-être à 25%, 30% d'endettement peuvent difficilement réinvestir à cause du taux d'usure, à cause du taux d'endettement, à cause des taux qui augmentent également. Les primo-accédants, donc ceux qui n'ont pas encore été amenés à acheter, eux peuvent difficilement également acheter lorsqu'ils ont un petit panier, comme je viens de te dire, un petit porte-monnaie. Parce que comme je te l'ai expliqué, mais je préfère te le dire encore de vive voix, en fait les maisons n'ont pas baissé, les appartements n'ont pas baissé pour autant. Et quelqu'un qui a un petit porte-monnaie aujourd'hui n'a pas forcément 20%, 30% d'apport à injecter dans un projet immobilier. Et donc du coup, ça les coince. Et quand ça les coince, qu'est-ce qui se passe? Ils ont quand même besoin de vivre quelque part, donc ils rentrent dans la location, ça augmente et donc ça tend encore plus le marché. Donc le marché de la location est de plus en plus tendu. Ce qui fait quoi? L'effet inverse d'une certaine manière de ce que les organes de contrôle aimeraient faire baisser le prix de l'immobilier. Non, bien au contraire, vu qu'on enrichit des bailleurs, plus de personnes veulent devenir investisseurs locatifs. J'espère que je suis hyper clair sur ce que je suis en train de te raconter. Et si c'est le cas, n'hésite pas d'ailleurs à mettre un pouce vers le haut de préférence et mettre des commentaires aussi également si tu as des questions. Donc là, on arrive à la dernière phase, la phase fatidique, la troisième étape. Ok Roméo, tu nous as expliqué tout ça. Mais concrètement, comment on fait pour faire en sorte de dépasser les 33% d'endettement? Comment on fait pour faire en sorte de dépasser le taux d'usure qui nous est si bloquant chaque mois maintenant, parce qu'il est passé au mois, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors pour ça, déjà, il y a deux étapes. Tu verras, elles sont hyper simples. La première, c'est qu'il y a des liens qui sont en bas qui te permettent de pouvoir entrer en contact avec moi. Donc c'est très simple. Si tu as des questions bien plus précises que celles que je suis en train de te donner et que c'est un cas particulier, donc le tien, et que tu aimerais avoir une réponse particulière qui te soit donc du coup personnalisée, tu cliques en bas, tu programmes un rendez-vous téléphonique avec moi et on va échanger et ça pendant une quinzaine de minutes et ça totalement gratuitement. Ça, c'était l'étape numéro 1. Pour l'étape numéro 2, il faut que tu comprennes quelque chose. Le taux d'endettement, le taux d'usure, des fois même les durées de prêt sont adaptés à la personne qui emprunte. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que lorsque Paul, qui a 25 ans, qui gagne 2000 euros, décide d'emprunter, il va devoir respecter des règles en tant que personne physique, en tant que Paul. D'accord? Dès lors que Paul décide d'acheter avec une société, ça va être d'autres règles qui vont lui être données. Donc aujourd'hui, un des moyens, c'est pas le moyen le plus simple, mais un des moyens les plus simples pour pouvoir continuer à acheter lorsqu'on est déjà propriétaire ou bien acheter lorsqu'on n'est pas encore propriétaire, c'est de passer par une personne morale. Je précise bien une personne morale parce que ça te laisse le choix de manière assez large. D'accord? Tu as les SCI que tout le monde connaît, Société Civile Immobilière, tu as les SARL familiales, je ne vais pas te dire tous les acronymes, je t'invite à regarder Google si tu veux savoir ce que c'est, et tout autre type de société qui te permet de pouvoir investir dans l'immobilier. En achetant à travers une société, tu te donnes la possibilité de pouvoir augmenter le taux d'endettement parce que certaines banques, pas toutes, mais certaines banques pratiquent d'autres règles de manière légale auprès des sociétés. Parce que la société n'étant pas une personne physique, elle n'a pas besoin de payer EDF, de payer sa carte du GC, etc., etc. Vu que c'est un achat de société, ça laisse aussi la possibilité d'avoir un crédit avec un taux d'usure qui va être différent, tout simplement également. Parce que le taux d'usure pour les sociétés n'est pas le même que pour les personnes physiques. Le taux d'usure sur 15 ans n'est pas le même que sur 25, ni sur 20, ni sur 10, etc. Donc il faut vraiment que tu comprennes que là aujourd'hui, la technique pour pouvoir continuer à acheter de l'immobilier, c'est d'être plus modulable. D'accord? Et ne pas rester arc-bouté sur 25 ans, pas d'apport. D'ailleurs, évite d'ailleurs, si tu penses ne pas vouloir faire d'apport, je t'invite vraiment à mettre de l'apport, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus réalisable. Ne calque pas ce qui se faisait les années précédentes. Ça, c'est hyper important à comprendre. D'accord? Il faut que tu deviennes de plus en plus modulable. Il faut que tu ailles voir ton banquier si tu n'es pas passé par moi ou même après être passé par moi à travers le rendez-vous que je t'ai dit en cliquant en bas. Va voir ton banquier et tu lui dis aujourd'hui quelles sont les possibilités qui me sont offertes si j'achète sur 25 ans, sur 20 ans, si j'achète en nom propre, si j'achète
en société, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Est-ce que vous avez une autre méthode de calcul lorsque j'achète en société, à l'inverse de lorsque j'achète en nom propre, donc du coup à mon nom quoi en fait. Et selon moi, c'est uniquement que comme ça, en échangeant avec ton banquier, en cherchant à comprendre quelles sont leurs règles d'éligibilité, que tu pourras obtenir ton financement comme tu souhaites l'obtenir. Par contre, attention, il y a des inconvénients à passer par une société. Beaucoup de banques, si ce n'est pas toutes, pratiquent le non 25 ans. D'accord? Déjà de base, sur un investissement locatif, 25 ans, ça devient compliqué ces derniers temps. Mais encore plus quand tu es dans une société. Une société, ça va être compliqué pour toi d'avoir un crédit sur 25 ans. Parce que les banquiers n'ont pas pour ambition que les crédits de société s'allongent sur la durée. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça va être le taux. Même si je viens de te dire que c'est un faux problème à mes yeux, ça reste néanmoins un détail important à prendre en compte. Pour la simple et bonne raison que les taux pratiqués pour les sociétés ne sont pas les mêmes que les taux pratiqués pour les personnes physiques. Donc du coup, les personnes physiques, donc c'est Paul, Pierre, Jacques, appelle-le comme tu veux. Donc je pense que tu as compris. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est les frais annexes qu'il va y avoir lorsque tu vas décider de passer par une SCI. Ces frais-là vont être une SCI ou une société. Ces frais-là vont être plus onéreux, simplement parce qu'il va y avoir des ouvertures de dossiers qui vont être différentes, des ouvertures de comptes qui vont être différentes. Tu vas avoir également des démarches qui vont être plus longues lorsque tu décides de passer par une société. En plus d'avoir cet organe qui est donc la banque, tu as également l'organe étatique qui va être donc le greffe en fonction de là où tu vas créer ta société, et c'est des démarches, c'est des documents à donner, etc., etc. Donc du coup, c'est plus long. Et je t'invite, lorsque tu as cette stratégie de vouloir passer par une société, directement d'office, de partir sur des conditions suspensives qui soient plus longues. D'accord? Ne va pas sur les 45 ou les 60 jours habituels. Un détail qui est important également, c'est qu'il ne faut pas oublier que les prêts immobiliers et même le cycle des ventes immobilières sont périodiques, d'accord, elles sont cycliques. Donc on va voir comment ça va se passer cette année. Toutefois, on arrive bientôt dans les périodes où ça va être très compliqué d'avoir des retours rapides de tes banquiers. Donc je t'invite réellement à avoir des prorogations, des délais de conditions suspensives qui soient plus longues et qui te permettent de pouvoir rester dans les délais simplement contractuels que tu auras signé avec ton vendeur. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes. Je vous remercie de plus en plus à vous abonner, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Merci énormément. Et mon ambitieuse, j'ai envie de te dire, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, le plus important c'est de continuer à croire en toi et à te former.